La menace djihadiste aux portes d'Israël, poursuite de violents combats à la frontière israélo-syrienne aujourd'hui. Crainte également de voir l'État islamique tenter de s'incruster en Jordanie, autre pays voisin. L'Ukraine continue d'accuser la Russie de lui livrer une guerre totale sur son territoire. Moscou, de son côté, clame sa bonne foi et appelle aujourd'hui à un cessez-le-feu immédiat dans l'Est. La Libye livrée aux milices, le gouvernement incapable de faire fonctionner l'appareil d'État a dû démissionner. La capitale, Tripoli, est en proie à l'anarchie et au combat. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous, bienvenue. On est ensemble donc pendant 1h30 et on va évoquer tout d'abord largement la situation à la frontière israélo-syrienne. Pour la première fois, des combats extrêmement violents se déroulent tout près, à portée presque de jumelles, des soldats israéliens qui surveillent cette frontière. Des combats entre les rebelles syriens et l'armée régulière d'Assad. On va en parler avec nos invités. Bonsoir Jacques Neria, expert militaire sur i24 News, et Nissim Zvili, bonsoir ambassadeur d'Israël. On évoquera toutes les conséquences, toutes les implications de ces affrontements entre djihadistes et militaires, et puis également le risque de voir l'État islamique, pourquoi pas tenter de s'approcher également de la frontière israélienne par le biais de la Jordanie. On retrouvera nos envoyés spéciaux qui se trouvent justement dans le Golan, tout près de l'endroit où les casques bleus ont été capturés. Vous le voyez, Shahid, Léa Berdugo et Amjad sont prêts à vous informer sur les 3 chaînes d'i24 News. Et puis, tout de suite, donc, en images, l'illustration de ce débat. Hamas is ISIS, ISIS is Hamas. They're the enemies of peace, they're the enemies of Israel, they're the enemies of all civilized countries. ISIL is as sophisticated and well-funded as any group that we have seen. They're beyond just a terrorist group. We will continue to pursue a long-term strategy to turn the tide against ISIL. אנחנו מאותגרים מכמה חזיתות, ולכן אנחנו נמשיך לעשות את מה שנכון לעשות לביטחון מדינת ישראל ואזרחיה. نحن لا نخفي تخوفاتنا مما يحصل على الأراضي السورية ومن التطورات التي حصلت أيضا على الأراضي العراقية. Voilà donc pour cette menace djihadiste donc aux portes d'Israël, évidemment, événement suivi de très près par l'armée israélienne. Jacques Neria, c'est vrai que de voir des combats aussi près de la frontière avec la Syrie, c'est sur les barrières de certains kibboutz. Zivan est tout juste là-bas, il a reçu un obus de mortier déjà. Donc, mais ce qui se passe, effectivement, aujourd'hui, il y a une contre-attaque, une offensive de l'armée syrienne à une division blindée qui est en train d'essayer de reprendre le terrain perdu il y a 3 jours. Les combats se font rage là-bas, on compte les morts par centaines. Donc, le régime syrien est très occupé par ce problème-là, et c'est un sujet de prestige. Perdre la frontière aux rebelles serait un grand désastre du point de vue politique. Et pour l'instant, je dirais, les combats se déroulent sur le champ, et puis il ne semble pas que les rebelles aient regagné plus de terrain qu'ils ne l'avaient il y a 3 jours. Alors comment justement Israël doit-il appréhender cette situation, Nissim Zvili? C'est vrai qu'il y a à la fois peut-être un sentiment de devoir regarder et observer, ou peut-être de se dire qu'il faut peut-être s'impliquer à un moment. Quel est votre sentiment là-dessus? Ce que je dirais que ce qu'il faut remarquer, c'est que depuis très longtemps, malgré tout ce qui se passe en Syrie, Israël n'a pas essayé de prendre position. Parce qu'il y a un débat au sein de l'armée israélienne. Il y a plusieurs, je dirais, généraux dans l'armée israélienne qui préfèrent de voir la continuation du régime d'Assad. Parce que le régime d'Assad
a prouvé sa capacité d'assurer la stabilité pendant une très longue période de temps. Et quand on parle d'un côté, je dirais, des principes humains ou des principes de base, ce qui s'est passé dans la guerre syrienne, c'est atroce, c'est horrible. Il y a des centaines de milliers de morts qui ont été tués dans ces combats. Israël, jusqu'à présent, était très prudente. Elle ne s'est pas exprimée, elle a attendu. Maintenant, le deuxième élément, c'est de savoir que maintenant, les rebelles ne sont pas les extrêmes radicaux. C'est encore ce qu'on appelle les radicaux modérés. Voilà, radicaux modérés. Voilà, mais radicaux quand même. Mais des radicaux quand même, c'est des rebelles, mais ce n'est pas les extrêmes, ce n'est pas l'AIH, ce n'est pas le groupe d'extrémistes. Maintenant, je suis sûr qu'en fin de compte, c'est l'armée syrienne qui va gagner cette bataille. Parce que pour Assad et pour son régime, ce point de contact entre lui et l'État d'Israël est très important au niveau international. Il va continuer à faire tout ce qui est possible de faire. Israël et l'armée israélienne vont se retenir et essayer de voir et d'analyser la situation jour après jour. Je ne crois pas que ça crée une vraie menace sur la sécurité de l'État d'Israël dans ses frontières. Mais vous savez, quand on passe du front du sud au front du nord, ça donne aussi un sentiment d'instabilité à tout le peuple en Israël. On se pose des questions. C'est quoi l'avenir? On vient de terminer une opération militaire sur le sud. Maintenant, on a une nouvelle opération militaire, pas la nôtre, mais syrienne, contre les rebelles dans le nord. Ça donne un certain sentiment d'instabilité, mais je ne crois pas que c'est quelque chose de sérieux. Alors, il y a quand même aussi la situation de ces casques bleus dont on est... Écoutez, les trois bataillons là-bas sont dans une situation assez intenable. Donc, le bataillon qui a été le plus touché, c'est le bataillon du Fidji. Il y a aussi les Philippins qui ont réussi quand même à se sauver en dernière minute hier pendant la nuit. Mais la situation est telle que je dirais, tout dépend aujourd'hui de la réaction de ces États-là, des États mandataires de ces contingents. Si jamais demain, il arriverait qu'ils se retiraient de la région, ça créerait un grand problème pour Israël. Parce que la zone démilitarisée entre nous et la Syrie, c'est la zone tampon qui est occupée aujourd'hui par les forces de l'ONU. Si jamais elle est vidée, donc est-ce qu'Israël acceptera le fait que les rebelles prennent le terrain ? Je ne pense pas que ce soit ça. De toute façon, ça serait la fin des accords de désengagement de 1974. Et il faudra qu'Israël juge opportun ou pas de prendre certaines positions préférentielles sur le terrain afin de parer à l'éventualité que ces rebelles n'arrivent jusqu'aux barrières des fortifications israéliennes. Ouais. Alors on va regarder... Je voulais dire seulement une petite remarque. Jacques a complètement raison. Seulement, ça met en question, encore une fois, les capacités militaires des forces internationales de régner dans une certaine région et d'assurer C'est vrai qu'on se demande un peu ce que viennent faire les soldats fidjiens au Moyen-Orient. Mais c'est le principal. Ça ne met pas en question l'accord qu'on a avec la Syrie. Mais ça met en question, est-ce que vraiment des forces internationales sur des frontières ou bien dans des territoires, elles sont capables d'assurer un certain niveau de sécurité? Je crois qu'aujourd'hui, deux des trois contingents là, sont là tout simplement pour de l'argent. C'est toute l'armée fidjienne qui est sur place. Donc elle est nourrie par l'ONU, de même pour le Népal. Et encore, le bataillon logistique indien, sans doute, lui aussi n'est pas loin de cette logique. Donc ils ne sont pas là pour se battre. Ils sont là tout simplement parce que c'est tout simplement une situation qui pourrait générer des revenus pour ces États-là, et c'est pour cette raison uniquement qu'ils sont là. Alors on va regarder en image justement ce qui s'est passé au cours des dernières heures sur ce plateau du Golan, et donc ces nouveaux incidents, encore un obus de mortier tiré côté israélien. Maxime Pérez. Colonne de fumée, explosion au loin et le bruit des rafales d'armes automatiques, les échos de la guerre en Syrie. Un conflit qui a débordé une nouvelle fois sur le territoire israélien ce lundi matin. Un obus de mortier s'est abattu sur le plateau du Golan, cette fois sans faire de blessés ni dégâts. Allahu Akbar. Tout autour du point de passage de Quneitra, passé entre les mains des rebelles, les combats font rage entre partisans et opposants du régime. Engagés dans une contre-offensive, les forces d'Assad tentent coûte que coûte de reprendre cette zone frontalière. Bilan, des dizaines de morts dans les deux camps. Cette bataille pour le Golan syrien revêt un intérêt stratégique.
Au sud, la province de Quneitra s'étend de la frontière jordanienne, voie de passage d'armes et de combattants pour la rébellion, y compris djihadistes. Plus au nord, elle coupe la route de Damas. Si cet axe était pris par les rebelles, il ouvrirait la voie à un siège de la capitale syrienne, la hantise du régime. En attendant, l'armée israélienne reste en état d'alerte, car si le drapeau de l'armée syrienne libre flotte à l'horizon, les djihadistes du front al-Nosra ne sont qu'à une poignée de kilomètres. Toute provocation de leur part pourrait pousser l'État hébreu à reconsidérer sa politique de riposte, jusqu'ici limitée à des frappes contre des cibles du régime. Voilà donc pour ces images de la situation dont on vous parle ce soir. Alors, Nissim Zvili, justement, la question est de savoir maintenant quelles menaces représentent ces rebelles. On sait que ce ne sont pas les membres de l'État islamique, le plus radical de ces groupes. Est-ce qu'à votre avis, ils pourraient être tentés, s'ils s'installaient à cette frontière, d'attaquer aussi Israël? Est-ce que c'est une menace vraiment pour Israël? Je crois que Jacques est très bien capable de voir les armes qu'ils sont en train d'utiliser. Ce pas des armes qui peuvent faire une vraie menace sur l'État d'Israël. Un État avec l'armée qu'on a, avec les armes les plus modernes qu'on a, c'est pas une vraie menace. Mais la vraie menace, c'est une menace si quelque chose va se passer en Jordanie. Ça, c'est différent. Il y a une différence entre ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, sur la frontière de Quneitra, un territoire qu'on connaît très bien, dans lequel il y a une présence très importante de l'armée israélienne, des groupes de rebelles. Je suis sûr qu'en fin de compte, même l'armée syrienne sera capable de vaincre ces groupes de rebelles. Mais si quelque chose se développe autour de la Jordanie, je ne suis pas sûr que l'État d'Israël et l'armée israélienne peuvent se permettre le même degré d'indifférence si quelque chose va se développer dans cette région, parce que là-bas, c'est vraiment très important, c'est très dangereux. L'armée jordanienne, je ne suis pas sûr qu'elle sera capable de faire face à ces menaces des rebelles, surtout si c'est les djihadistes, les extrémistes, l'État islamique. L'État islamique, oui. Monsieur l'ambassadeur, j'ai passé 21 ans à l'armée, dans les services, et on a enterré, chaque année, on a enterré le roi Hussein. Et il a survécu, malgré les estimations des renseignements militaires. Grâce à nous. Oui, mais malgré cela. 2 fois qu'il y a eu une intervention directe de l'armée israélienne qui a sauvé. En 70, c'était en 1970, d'accord, mais depuis, on l'a enterré, je vous dis, on l'a enterré plusieurs fois, et le roi actuel, Abdallah, est très capable. L'armée jordanienne tient très fort, je dirais, la situation. Les services de renseignement jordaniens sont très capables de tenir la situation. Naturellement, l'impondérable peut toujours se passer. Mais je voudrais simplement ajouter, je dirais, je suis d'accord avec l'ambassadeur qu'il n'y a pas de menace actuelle, ponctuelle sur Israël. Simplement, il y a 2 choses qu'il faut se rappeler. Un, c'est nous sommes considérés comme l'ennemi final de l'État islamique. La dernière bataille entre l'islam et l'Occident se passera d'abord au Levant contre Israël et les chrétiens du Liban pour terminer, je dirais, pour créer cet État islamique. De 2, on a, ça a été publié déjà dans la presse, il y a 2 jours, on a retrouvé un ordinateur avec dedans, je dirais, des informations, je dirais, aberrantes, je dirais, stupéfiantes sur les tentatives de l'État islamique d'empoisonner ou d'envoyer, je dirais, des épidémies virales contre Israël. Et cette menace terroriste, il ne faut pas la sous-estimer. Ça, c'est un vrai problème, effectivement, on en parlait hier soir. Ce que je voudrais ajouter, c'est que quand même, on voit une certaine réaction de la communauté internationale. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience dans la communauté internationale, dans le monde entier, que cet État islamiste ne met pas en danger vraiment rien que l'État d'Israël, il met en danger toute la modernité, il essaye de rendre l'humanité des siècles en arrière. Et je crois qu'en fin de compte, malgré la patience que les États-Unis font, c'est qu'il commence à avoir une réaction par la Grande-Bretagne, par la France, par d'autres pays, qui commencent à comprendre que c'est un danger, pas seulement pour notre région, mais aussi pour leur pays, pour leur démocratie. Et j'espère qu'en fin de compte, il va y avoir un front international qui va
qui va diriger l'initiative contre cet État islamiste ou cette idée ou idéologie d'État islamiste. Ça n'a pas réussi dans le passé, peut-être ça va réussir maintenant. Alors on va en parler dans un instant justement parce qu'il y a une mobilisation effectivement importante, mais on va tout d'abord se rendre à la frontière, non loin de cette frontière israélo-syrienne. C'est là que se trouve Léa Berdugo, notre envoyée spéciale. Bonsoir Léa. D'abord un point de la situation avec vous. Est-ce qu'il y a toujours des signes de combat importants de l'autre côté de cette frontière ? Oui, alors les affrontements se poursuivent et de manière très intense entre l'armée syrienne et la rébellion, composée de l'armée syrienne libre et du front al-Nosra. On peut d'ailleurs entendre de fortes explosions ici à la frontière israélienne avec la Syrie. Alors l'armée syrienne et les rebelles s'affrontent pour prendre le contrôle de la région de Quneitra, une région stratégique puisqu'elle part de la frontière avec la Jordanie pour aller jusqu'à la route de Damas au nord du plateau du Golan. Alors pourquoi ces affrontements sont si violents ? Eh bien tout simplement parce que les rebelles syriens tentent d'accéder à la capitale Damas par cette route de Damas qui s'étend jusqu'aux abords de la capitale syrienne. L'armée de Bachar el-Assad tente donc tout pour éviter aux rebelles d'accéder à la capitale au prix de lourds combats. Alors justement, vous avez observé un petit peu toute cette journée, Léa, comment l'armée israélienne surveille ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Quelle est justement l'implication ce soir de l'armée israélienne dans ce qui se passe de l'autre côté ? Oui, Jean-Charles, écoutez, Israël craint des débordements de cette guerre sur son territoire israélien, puisque dans les semaines passées et les jours passés, ce conflit a bel et bien débordé par des tirs d'obus de mortier et de roquettes sur le territoire israélien. Israël, d'ailleurs, qui maintient une présence militaire extrêmement importante sur le plateau du Golan pour éviter tout débordement du conflit. Le pouvoir israélien qui est d'ailleurs impliqué également indirectement et malgré lui dans ce conflit par des contacts avec l'armée syrienne libre, des contacts qui ont permis par exemple lors des derniers mois à quelques Syriens d'être hospitalisés au sein des hôpitaux israéliens. Alors ce qui est inquiétant pour le pouvoir israélien et pour l'armée, c'est que des combats ont lieu dans cette zone de 70 km qui a été établie en 1974, une zone qui est censée être démilitarisée et sous contrôle des Nations Unies. Des combats ont lieu au sein de cette zone. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Israël et la Syrie sont toujours officiellement en guerre. Est-ce qu'on a, d'un mot, Léa, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vent autour de vous, mais est-ce qu'on a des nouvelles de ces casques bleus qui ont été enlevés ? Alors, j'ai l'impression qu'on n'aura pas les nouvelles tout de suite. Matounos a annoncé il y a quelques heures qu'il allait permettre à ses soldats de revenir en territoire israélien à deux conditions, sans armes, sans leur équipement militaire et sans leur véhicule. Donc, tout simplement, pour les humilier. Ouais. Alors, je voudrais qu'on continue à parler de cet État islamique et de cette menace qu'il fait peser aussi à travers la Jordanie, qui est un pays qui peut potentiellement être visé par ce groupe. Vous avez des exemples, effectivement, de ce qui est en train de se passer, par exemple, en matière d'éducation aujourd'hui dans les territoires tenus par l'État islamique. C'est la rentrée scolaire en Israël, c'est la rentrée scolaire à Raqqa aussi, donc c'est à l'est de la Syrie. Alors, les enseignants, les maîtres d'école, les supérieurs, ont tous été invités par l'État islamique à passer un séminaire d'une semaine avant de pouvoir enseigner quoi que ce soit. Et quelles sont les matières qu'on n'enseignera plus en territoire syrien, en territoire de l'État islamique? On n'enseignera plus l'histoire, ni les mathématiques, ni la sociologie, ni la philosophie, ni la religion, ni les arts, ni les beaux-arts, ni ni même les mathématiques simples qui servent à calculer l'intérêt qui, comme vous le savez, est interdit en islam. Donc on est surtout dans les sciences naturelles, il est complètement interdit de citer Darwin ou de parler de théorie darwinique. Donc nous sommes là un retour en arrière au Moyen-Âge. Ouais. Alors justement, l'ONU a décidé aujourd'hui, le Conseil des droits de l'homme en tout cas, d'envoyer une commission d'enquête en Irak pour enquêter sur les crimes commis par l'État islamique. Vous parliez tout à l'heure, Nissim Zvili, de cette mobilisation internationale très forte qui se met en place. Pour l'instant,
c'est vrai que c'est de la théorie, il n'y a pas encore en pratique de coalition. Est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir une coalition du type de celle qui avait permis de libérer le Koweït lors de la première guerre du Golfe? Est-ce que c'est ça, la coalition qui doit combattre l'État islamique, ou est-ce que ça doit être plus régional? Je crois, d'abord, ce que je voulais faire une petite remarque, c'est que je ne crois pas que ni l'armée syrienne, ni les rebelles ont un intérêt quelconque d'entrer en confrontation avec l'armée israélienne. Ça doit être clair. Si je parle de la frontière, parle de la frontière syrienne, c'est un combat perdu, aucun d'eux ont cet intérêt. Maintenant, je crois qu'en fin de compte, Obama va être capable de créer cette coalition. C'est pas seulement parce que lui-même va être convaincu que c'est une lutte qui est justifiée pour la démocratie, pour les États-Unis, mais parce qu'il y a plusieurs pays européens qui se sentent touchés par cette menace. Regardez ce qui se passe en France. Regardez ce qui se passe en Angleterre. Mais c'est incroyable. 2 jeunes filles de 14, de 17 ans qui se préparent à se faire exploser dans une synagogue à Lyon. Des organisations, des petites unités dans la communauté islamiste de Londres qui se préparent avec des attentats terroristes. C'est une vraie inquiétude. D'ailleurs, le gouvernement a pris des mesures aujourd'hui pour contrôler ces citoyens. Ils ne peuvent pas se permettre seulement de faire des déclarations et des discours. Ils doivent s'organiser parce qu'aujourd'hui, on a la chance, pas nous, le monde a la chance de savoir où ces forces se trouvent. On peut lutter contre eux, on peut les combattre. Mais dans quelques années, ça va être partout dans le monde. Personne ne sera capable de localiser exactement où se trouvent ces noyaux de terrorisme qui sera incontrôlable plus tard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois qu'en fin de compte, il y aura une coalition internationale. Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Est-ce qu'ils vont envoyer des soldats? Est-ce qu'ils vont envoyer seulement leur armée de l'air? Est-ce qu'il va y avoir une intervention directe? Est-ce qu'il va y avoir des interventions indirectes? Et à part ça, il ne faut pas oublier le front arabe. Ça veut dire l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte. Ils commencent à comprendre que les règles du jeu ont complètement changé. Regardez ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, en Libye, pardon. Ce qui se passe en Libye aujourd'hui pour l'Égypte, c'est très inquiétant et très dangereux. Ça veut dire que je crois qu'en fin de compte, il va y avoir une coalition entre les pays arabes modérés. Je ne suis pas sûr que tout le monde va accepter que ils sont modérés. Non, pour moi, ils sont modérés. Et avec les États-Unis et certains pays européens pour lutter contre ce phénomène. Parce que ce n'est pas seulement un mouvement, ce n'est pas seulement un groupe de terroristes, c'est un phénomène qu'il faut essayer de déraciner le plus tôt possible. Et c'est ça que j'espère que le monde, que la communauté internationale va en fin de compte comprendre. En quelques mots. Pour l'instant, on ne voit pas d'opération terrestre des Occidentaux. Il faut éloigner cette hypothèse-là. Elle n'est pas valable. La seule hypothèse valable, c'est l'hypothèse du Kosovo. Donc, c'est ce que cette coalition à la tête de laquelle les États-Unis vont se tenir, et à partir des porte-avions américains, et malheureusement en coordination avec la Syrie, avec le régime syrien, ce que les Américains ne veulent pas. Mais c'est une série d'attaques aériennes ciblées sur Al-Qaïda, donc c'est sur Jabhat al-Nusra ou sur l'État islamique. Ça, c'est d'un côté. De notre côté, donc il y a aussi, je dirais, une coopération tacite. Il y aurait une coopération tacite avec le gouvernement syrien pour que les Syriens ne tirent pas sur les avions américains, ne tirent pas sur la défense aérienne, n'interviennent pas. De notre côté, on voit aussi une intervention qui commence à porter fruit. Rappelez-vous, les Kurdes ont quitté Sanjar, se sont retirés de Sanjar parce qu'ils étaient à bout de munitions. Ils ont repris maintenant. Le terrain qu'ils ont perdu à l'État islamique a été repris. Regardez, le modèle du barrage de Mossoul a été repris. On parle d'Emerli aujourd'hui. Amerli a été repris par les Kurdes. Kirkuk a été repris par les Kurdes. Donc, en donnant aux Kurdes une capacité offensive,
en permettant une action concertée des Kurdes, des Peshmerga avec l'armée irakienne, on commence à reprendre du terrain. Est-ce que ça continuera de cette façon? Tant que les Américains donneront leur appui logistique aérien, donc un appui qui va s'exprimer par des attaques ciblées sur des cibles de l'État islamique, on pourra dire que de petit à petit le terrain sera repris. Ouais. Je voudrais qu'on écoute une intervention justement remarquée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à propos justement de ces menaces à la frontière et notamment de ce qui se passe actuellement sur le plateau du Golan à la frontière syrienne. On écoute le Premier ministre. Nous suivons de près les événements sur le plateau du Golan où les terroristes d'Al-Nusra ont capturé des casques bleus appartenant aux Nations Unies. Ce que nous voyons, c'est que le front Al-Nusra, le Hamas, le Hezbollah, soutenu par l'Iran, Al-Qaïda et ses autres groupes terroristes, défient toutes les normes internationales. Ils les brisent même. Que ce soit au Liban, en Syrie ou à Gaza. Voilà donc pour cette intervention du Premier ministre. Et puis écoutez également des réactions d'Israéliens à propos de cette menace djihadiste aux frontières d'Israël, notamment la frontière syrienne et peut-être éventuellement donc le risque de voir l'État islamique arriver en Jordanie. Ça aussi, c'était aujourd'hui. Non, je ne me sens pas menacée. Je me sens en sécurité dans ce pays. J'apprécie de voir que les gens sont capables de vivre ensemble. Je sens que l'État islamique est une menace pour Israël, oui. Il y a toujours une menace qui pèse sur ce pays. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense qu'on est en sécurité ici, mais ce qui se passe dans le monde et en Europe aujourd'hui, ça fait vraiment très peur. Je pense que chacun doit s'opposer très fermement à cela, pour éviter de retourner à l'époque où les islamistes pensaient qu'ils dirigeraient le monde. Je ne sais rien mais je connais ma propre religion. Ma religion n'autorise en aucun cas à tuer ni à commettre ce genre de méfaits. Notre nation n'a jamais peur, car nous avons la foi. Nous croyons en Dieu, nous croyons en notre armée, nous croyons en notre Premier ministre et nous croyons que tout ira bien. Il faut être patient, nous avons la meilleure armée de la région. Voilà, sentiment de sécurité, mais en même temps, cet État islamique fait peur quand même. Hein. C'est l'incarnation du mal aujourd'hui ou pas pour vous D'abord, c'est l'incarnation du mal, ouais. Mais ça n'a rien à voir avec le sentiment de sécurité des citoyens israéliens. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le contexte. Le contexte, c'est qu'on a terminé une opération militaire assez violente dans le sud. Le contexte, c'est qu'on a eu jusqu'à présent 62 morts, victimes de cette opération militaire, et qu'on a une partie de la région qui entoure la bande de Gaza est encore sans ce sentiment d'insécurité. Il faut mettre ça dans ce contexte. Mais je ne crois pas vraiment que tous ces rebelles, tous ces groupes islamistes et pas islamistes, ils mettent une vraie menace sur la sécurité de l'État d'Israël. Mais ce que je crois, c'est que la communauté internationale doit faire très attention au danger de l'expansion de cette menace sur les pays européens. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Nissim Zvili, merci. Jacques Neria, merci à tous les deux. On reviendra dans un instant sur la situation justement en Libye, dont on parlait à l'instant, suite du Grand Direct, juste après une pause. À tout de suite. La menace djihadiste aux portes d'Israël, poursuite des combats très violents à la frontière israélo-syrienne aujourd'hui et crainte de voir les djihadistes représenter une menace pour Israël. L'Ukraine continue d'accuser la Russie de lui livrer une guerre totale sur son territoire. Moscou, de son côté, clame sa bonne foi et appelle à un cessez-le-feu. On y revient dans un instant. La Libye livrée aux milices, le gouvernement est incapable de faire fonctionner l'appareil d'État. Il a dû démissionner. La capitale, Tripoli, est en proie ce soir à l'anarchie et au combat.
Peut-on vraiment parler de bonne foi? En tout cas, Moscou continue d'appeler ce soir à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Mais dans le même temps, Kiev accuse les troupes russes de mener les combats dans l'Est et notamment à Lugansk où l'armée ukrainienne a dû battre en retraite aujourd'hui dans le secteur de l'aéroport. La situation est donc toujours très préoccupante, ce qui amène évidemment les Européens à se poser la question du durcissement des sanctions contre Moscou. Julia Ganancia. Des milliers de soldats pourraient être déployés très rapidement dans l'Est de l'Europe selon le secrétaire général de l'OTAN, car le temps presse. Ce lundi, l'armée abandonne l'aéroport de Louhansk après avoir essuyé des tirs d'artillerie de l'armée russe. Un revers de plus pour les troupes ukrainiennes. Selon le président ukrainien Petro Porochenko, la situation s'aggrave ces derniers jours et l'Ukraine ferait face à une agression non dissimulée. Des agressions directes ont été lancées contre l'Ukraine par un État voisin. Nous avons bien analysé les événements de la semaine dernière. Les conclusions sont graves. La Commission européenne commence ce lundi à travailler sur de nouvelles sanctions en réponse à l'attitude de la Russie dans la crise ukrainienne. Ces mesures doivent être présentées d'ici la fin de la semaine aux dirigeants européens qui prendront une décision en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. Il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit. Je l'ai dit dès le début et j'en suis profondément convaincue. C'est aussi l'avis des autres pays membres de l'Union européenne. Les inconvénients qui pourraient également se poser pour nous ne sont en aucune façon aussi graves que l'inconvénient de ne rien faire à ce sujet. Car Kiev et les Occidentaux accusent la Russie d'avoir déployé ses troupes régulières dans l'est de l'Ukraine, ce que Moscou continue de démentir. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, demande un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Il continue de provoquer les Européens. Face au spectre des menaces, la Russie semble avoir réponse à tout. L'Union européenne ne peut pas ou ne veut pas agir sur les autorités des militants de Kiev. Elle ne peut pas les arrêter ou les forcer à respecter leurs engagements. Et pour cacher cette maladresse, l'Union européenne s'accroche une fois de plus à des sanctions. Le conflit dans l'est de l'Ukraine a fait près de 2600 morts depuis la mi-avril. Les 4 et 5 septembre, le président ukrainien et Barack Obama se rencontreront durant le sommet de l'OTAN qui se tiendra au Royaume-Uni. Objectif: relancer le projet d'adhésion de Kiev à l'OTAN. La rencontre de la dernière chance pour l'Ukraine. 3 ans après la chute de Kadhafi, la Libye est de nouveau tombée dans l'anarchie depuis quelques jours. L'offensive de milices agissant pour leur propre compte a amené le gouvernement à reconnaître aujourd'hui qu'il ne contrôlait plus les services publics et le Parlement tente en vain de faire nommer un nouveau cabinet. Le climat de violence est continu à Tripoli. Elsa Mourg. Jour après jour, la Libye s'enfonce dans le chaos. Les combats continuent et ont fait une dizaine de morts ce week-end autour de l'aéroport de Benghazi, deuxième ville du pays, tandis que la capitale, Tripoli, est depuis une semaine aux mains de différentes milices, islamistes pour la plupart. Le gouvernement provisoire, qui avait été nommé suite à l'élection d'un nouveau parlement en juin, a avoué dans la nuit son impuissance. Les sièges des ministères et des services de l'État à Tripoli sont occupés par des miliciens armés qui empêchent les fonctionnaires d'y accéder et menacent leurs responsables. Alors que le gouvernement provisoire s'est réfugié à l'Est pour échapper aux milices, celles-ci tentent de créer leur propre gouvernement. Forte de son succès militaire, la plus importante de ces milices, Farj Libya, a réhabilité l'Assemblée parlementaire sortante dont le mandat a expiré et va former un nouveau gouvernement sous son contrôle. Sur le terrain, le flou règne toujours quant au sort des locaux de l'ambassade américaine en Libye. Tout le personnel diplomatique a été évacué mi-juillet et des rumeurs indiquent que l'ambassade aurait été prise d'assaut par des milices. D'après l'ambassadrice américaine réfugiée à Malte, une annexe résidentielle de l'ambassade est effectivement occupée par une milice. L'ambassade, quant à elle, serait encore épargnée. Autre pays en proie à l'agitation, le Pakistan, où des manifestants hostiles au gouvernement ont tenté de s'emparer de la télévision publique aujourd'hui. Ils ont finalement été évacués sans violence par l'armée. La position de l'actuel Premier ministre Sharif devient de plus en plus intenable face à la pression de la rue. Daniel Ziri. Les émeutes se poursuivent au Pakistan. Ce lundi, des centaines de manifestants s'en sont pris à la télévision d'État Pakistan TV. Ils sont entrés dans les locaux de la chaîne et ont interrompu sa diffusion avant d'être refoulés par les forces de l'ordre.
Depuis plusieurs jours, les rues d'Islamabad ressemblent à une zone de guerre. Des milliers de manifestants occupent le centre-ville et exigent la démission du Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif. Jets de pierre, gaz lacrymogène, les confrontations s'intensifient. Les manifestants accusent Nawaz Sharif de corruption et fraude électorale. Ils campent dans la capitale depuis le 15 août dernier et soutiennent 2 opposants au Premier ministre, dont l'ancien joueur de cricket reconverti dans la politique, Imran Khan. Après les événements de lundi, celui-ci a appelé au calme. Je présente mes excuses pour nos partisans qui sont entrés dans les immeubles. Nous ne leur avons pas donné l'ordre d'agir ainsi. Ils sont devenus très sensibles, ce que je condamne. C'est injustifiable. Nous ne devons pas investir les immeubles du gouvernement. Nous ne devons pas avoir recours à des actes de destruction. L'armée pakistanaise, de son côté, reste dans la retenue, même si certains analystes la soupçonnent de téléguider les opposants afin de provoquer un chaos qui justifierait une intervention militaire. Bien que les derniers événements ont une allure de révolution, les experts ne sont pas convaincus. Ce qui se passe à Islamabad n'est pas une révolution ni une agitation. Il s'agit de 2 individus en quête de pouvoir. L'un d'eux a des disciples qui le suivent et l'autre possède un parti politique qui doit être le 2e ou le 3e du pays. Mais surtout, il ne s'agit en aucun cas d'une révolution, c'est juste une quête de pouvoir. Une quête du pouvoir qui aboutira à la démission du Premier ministre, selon les analystes. Elle a en tout cas plongé le Pakistan dans une crise politique qui semble s'approfondir de jour en jour. Plusieurs pays, dont la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, ont protesté vigoureusement aujourd'hui au lendemain de la décision d'Israël de saisir 400 hectares de terre en Cisjordanie, dans le secteur du Gush Etzion, en réaction à l'enlèvement et au meurtre de 3 adolescents israéliens. C'était en juin dernier, décision qui tend un peu plus les relations entre Israël et l'autorité palestinienne. Leslie Rezoug. Israël annonce la saisie de 400 hectares de terre dans le bloc d'implantation du Gush Etzion en Cisjordanie. Elles ont été déclarées domaniales sur les instructions du gouvernement. La mesure aurait été prise en réponse à l'enlèvement et au meurtre des 3 jeunes étudiants dans ce même secteur en juin dernier. C'est la plus grosse saisie de terre de ces 30 dernières années. Cette nouvelle déclaration d'expansion par le gouvernement israélien est très importante. Nous ne nous souvenons pas d'une plus grosse annonce depuis 1 ou 2 décennies. C'est un coup de poignard dans le dos de Abbas et des responsables modérés de l'autorité palestinienne, au lieu de renforcer l'autorité palestinienne contre le Hamas. Sur le site de Gevaot, créé il y a 14 ans, un séminaire d'études juives devrait être édifié. Mais pour un responsable local palestinien, il s'agit de terres agricoles privées. Nous avons été surpris ce matin quand l'administration civile israélienne et l'armée israélienne ont donné des avertissements et ont mis des panneaux de signalisation au nord, au sud et à l'ouest du village en déclarant cette appropriation. Selon la loi, les éventuels propriétaires ont 45 jours pour faire appel. En attendant, les autorités israéliennes affirment qu'il ne s'agit pas de construire une nouvelle implantation. Gevaot est en effet considéré comme l'un des futurs quartiers d'Alon Shvut, une implantation déjà existante. Alors, Dror Even Sapir, bonsoir, analyste politique sur Act24 News. On voit beaucoup de réactions très vives ce soir de la part de pays, on va dire, traditionnellement alliés d'Israël. Oui, très vive, mais en même temps très, très prévisible, parce que dès qu'Israël annonce des projets de construction ou déclare des territoires qui sont à l'est de la ligne verte en Cisjordanie comme étant des terres d'État en quelque sorte, comme faisant partie du domaine public israélien, eh bien on a systématiquement droit à des critiques venant des pays occidentaux, rien de surprenant. Il faut tout de même replacer les choses dans leur contexte. Il s'agit d'une bande de terrain qui se trouve entre le Gush Etzion, un bloc d'implantation, et la ville de Jérusalem, et probablement que l'objectif à demi avoué par des autorités israéliennes, c'est de créer une continuité territoriale entre ce bloc d'implantation du Gush Etzion au sud de Jérusalem et Jérusalem. Maintenant, c'est un bloc d'implantation et dans tous les accords de paix qui ont été élaborés officiellement ou non officiellement, les grands blocs d'implantation seront rattachés à Israël
moyennant des territoires de l'État souverain israélien qui seraient remis à un éventuel État palestinien, des territoires équivalents en superficie et équivalents également en qualité. Donc Benjamin Netanyahou ne brise pas les règles du jeu et ne remet pas en danger, contrairement à ce qu'ont dit les Américains d'ailleurs, ne remet pas en cause l'idée même ou la possibilité même de l'établissement d'un État palestinien aux côtés d'Israël, l'établissement d'un État palestinien aux côtés d'Israël, et c'est une idée que Benjamin Netanyahou officiellement en tout cas approuve. Ouais. Alors il faut maintenant évoquer ce qui est en train de se passer en coulisses. On aurait tenté en tout cas ces derniers temps, toujours sous l'égide des Américains, de relancer les discussions de paix et ça n'aurait pas marché encore. Voilà, alors c'est une information qu'on doit au Al-Quds Al-Arabi, c'est une publication palestinienne. Il n'est pas certain que cette information se vérifie, mais en tout cas, d'après ce journal, Benjamin Netanyahou se serait entretenu au téléphone avec John Kerry, le secrétaire d'État américain, qui semble considérer qu'à la faveur de ce qui s'est passé dans la bande de Gaza, les conditions peuvent être réunies pour une relance des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Benjamin Netanyahou aurait, toujours selon Al-Quds Al-Arabi, refusé cette proposition en arguant que les Palestiniens, Mahmoud Abbas n'a pas renoncé au gouvernement d'union nationale ou d'entente nationale avec le Hamas. On voit mal Benjamin Netanyahou négocier avec une autorité palestinienne, avec une direction palestinienne qui se serait réconciliée avec le Hamas après ces 50 jours de guerre féroce contre le Hamas. Par conséquent, Netanyahou, toujours selon le Al-Quds Al-Arabi, aurait renoncé. Tout de même, on peut interpréter la décision concernant ces douman, ces hectares de terre dans le Gush Etzion, comme étant un gage donné à l'aile droite du gouvernement israélien, peut-être dans la perspective justement de mieux faire passer à cette même aile droite et à une grande partie de l'opinion publique israélienne une éventuelle reprise des négociations, d'autant plus que d'après plusieurs interventions, le torchon brûle entre Mahmoud Abbas d'un côté et le Hamas de l'autre. Les ministres du gouvernement et le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'étaient déplacés ce matin dans le sud, dans plusieurs écoles à l'occasion de cette rentrée scolaire. L'occasion également de constater si l'activité économique durement éprouvée par la guerre dans cette région reprenait également son cours à l'occasion de cette rentrée. Reportage du côté d'Ashkelon, signé Mathias Inbar. Il aura fallu attendre la rentrée scolaire pour que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonce un plan de compensation financière d'1,3 milliard de shekels, environ 300 millions d'euros, aux localités en bordure de la bande de Gaza. C'est d'ailleurs dans une de ces localités à Sderot, à 4 km de Gaza, que Netanyahou a souhaité ouvrir l'année scolaire. Une visite et surtout un plan économique d'urgence salué par le maire de Sderot. Sans l'aide du gouvernement, et vous savez, sans le soutien financier du peuple juif, nous ne pourrions continuer et développer notre ville. Vous savez, ce serait quasiment impossible. Solidarité, c'est d'ailleurs le mot qui revient le plus souvent chez ce directeur d'enseigne de supermarché à Sderot. Un soutien moral certes, mais qui ne paye pas forcément les dettes engrangées au cours des 2 derniers mois. Nous avons connu une perte sèche de 30 à 40%, et ce avec beaucoup d'efforts réalisés de notre part. Oui, beaucoup nous ont soutenus, mais qu'est-ce que vous voulez? Chacun rentre chez soi et nous devons nous battre seuls. Si Dani Dan affirme avoir évité le pire, d'autres, des commerçants plus modestes, ne sont pas certains de supporter cette nouvelle crise. Et ce, même si la Banque d'Israël vient de réduire son taux directeur, censé, en théorie, relancer la consommation. Les liquidités continuent de sortir, la banque continue de nous prélever, les fournisseurs continuent de nous demander leur dû, et sans rentrée d'argent, nous sommes les premiers à subir cette crise. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas eu d'autre choix que de fermer leurs magasins parce que cette guerre a duré 50 jours et cela a été catastrophique pour les petits commerces comme les nôtres. Si pendant les 50 jours de combat entre Israël et le Hamas, la priorité était d'ordre sécuritaire pour le gouvernement Netanyahou, l'urgence est désormais pour les commerçants et les grandes enseignes de cette ville de Sderot, économique et sociale. Et voilà qui nous amène tout droit à l'économie.
l'économiste avec Johanna Citruc. Bonsoir Johanna. Bonsoir Jean-Charles. Alors on s'intéressait tout à l'heure à la menace que fait peser l'État islamique sur de nombreux pays de la région et on va décortiquer avec vous le fonctionnement économique de cette organisation qu'on peut comparer à une entreprise. Effectivement, l'État islamique est le groupe terroriste le plus puissant du monde, surtout d'un point de vue économique. On va le voir grâce à plusieurs graphiques. Alors le premier, il concerne la trésorerie, autrement dit l'argent que l'organisation possède, celle qu'elle détient, et c'est assez conséquent puisque c'est estimé à environ 2 milliards de dollars. C'est bien plus que tous les autres groupes terroristes, réunis même. Les talibans possèdent 560 millions de dollars, le Hezbollah 500 millions de dollars, les FARC 350 millions de dollars, le groupe Al-Shabaab 100 millions de dollars et le Hamas 70 millions de dollars. Alors voilà donc pour le fonctionnement de cette financier, en tout cas de cette formation. Alors comment est-ce qu'il arrive à justement avoir de l'argent pour fonctionner? Alors en fait ces 2 milliards de dollars sont récoltés grâce à plusieurs activités, mais principalement grâce au pétrole. L'organisation possède plus d'1 milliard de dollars de pétrole donc en Syrie et en Irak, et depuis que l'État islamique a pris le contrôle de Mossoul, donc dans le nord de l'Irak, l'organisation empoche 3 millions de dollars par jour uniquement grâce à cette activité. Mais évidemment, il n'y a pas que ça qui lui permet de gagner de l'argent. Il y a aussi d'autres activités puisqu'elle possède plus de 400 millions de dollars grâce au vol de banque, près de 100 millions de dollars grâce au blanchiment d'argent et 36 millions de dollars grâce au vol d'antiquités. Bon, on voit qu'on est très loin d'une PME familiale. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde évidemment qui contribue à son fonctionnement? Alors effectivement, sur le plan des ressources humaines, le nombre de combattants, qu'ils soient volontaires ou forcés, a explosé ces derniers temps. Ils sont actuellement 80 000 alors qu'il y a 2 ans, ils étaient à peine plus de 1000. Et la raison de cette augmentation, c'est que l'État islamique contrôle de plus en plus de villes, des territoires de plus en plus grands. 90 000 km² environ, donc à cheval entre la Syrie et l'Irak. Pour vous donner une petite idée de ce que ça représente, c'est l'équivalent de 3 fois la Belgique ou 4 fois et demi le territoire israélien. Et comme toute entreprise qui se respecte, eh bien, l'État islamique a publié il y a quelques jours un rapport annuel de plus de 400 pages pour détailler ses activités. Alors il y a par exemple le nombre de villes contrôlées, le nombre de missiles lancés, le nombre de voitures volées ou encore le nombre de personnes capturées. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant parce qu'il y en a beaucoup, mais le rapport peut se trouver sur Internet en arabe et en anglais. Et un rapport aussi dans lequel se trouvent aussi des détails sur ces ventes puisque l'État islamique possède toute une série de produits dérivés comme par exemple des magazines ou des t-shirts. Donc vous voyez Jean-Charles comme quoi l'État islamique n'a pas grand-chose à envier aux startups de la Silicon Valley. Ouais, et puis il soigne bien sa communication également. Merci Johanna Citruc d'Économie Le Mag. Un mot de football pour vous signaler, puisque c'était un petit peu l'une des surprises attendues de ces dernières heures de Mercato. On pensait qu'il allait aller à Madrid, au Real, et finalement Radamel Falcao, l'attaquant colombien de Monaco, va rejoindre Manchester United. Un prêt avec une option d'achat. Le Real Madrid doit se contenter, entre guillemets, du Mexicain Hernandez, qui a été prêté cette fois par Manchester, donc au club madrilène. La culture, c'est tout de suite. La culture à présent, et on l'a appris aujourd'hui, la chanteuse Lady Gaga a confirmé son concert prévu ce mois-ci à Tel Aviv après un été où les annulations se sont succédées en raison de la situation militaire. On va en parler justement avec vous. Bonsoir Valérie Abécassis. Bonsoir. Dans Culture Le Mag, demain, vous allez parler justement de la sortie d'un film qui n'est pas controversé de par son sujet, mais de par son réalisateur, c'est Ken Loach. Ken Loach, oui, parce que Ken Loach a toujours dit qu'il fallait absolument boycotter Israël. Il l'a dit pendant la guerre, au plein festival de Sarajevo, au milieu du mois d'août. Boycott total du pays, boycott culturel. Or, qu'est-ce qui se passe? Jeudi dernier, il y a son film qui sort en Israël dans plusieurs salles. Donc on s'est dit, tiens, c'est drôle, Ken Loach n'aime pas Israël, mais Israël aime Ken Loach. Donc on est allé voir ça de plus près. Et donc ça donne ce reportage tout d'abord et les explications d'Elsa Mourgue pour Culture Le Mag. On regarde. À 78 ans, Ken Loach n'en démord pas. Le réalisateur britannique a fait parler de lui ces dernières semaines, tant pour son dernier film que pour ses prises de position anti-israéliennes. Il appelle au boycott culturel et sportif d'Israël. En août, suite à l'opération Bordure Protectrice, il a fait partie des personnalités qui ont envoyé une pétition à David Cameron. Cette pétition demandait au Premier ministre britannique de cesser la vente d'armes à l'État hébreu. Les grandes puissances, l'Amérique, la Grande-Bretagne, etc., permettent
à Israël d'agir en toute impunité. Donc ce n'est pas que je suis pro-palestinien, c'est que je suis pour le droit international. Et là où il est violé, les gens devraient en être tenus responsables. Dans ce sens, comme les Palestiniens sont les victimes, oui, je supporte les Palestiniens. Le cinéaste anglais a refusé à plusieurs reprises de se rendre en Israël, notamment en 2006 et en 2013, alors qu'il était invité au Festival du film de Haïfa. Et si le réalisateur refuse de mettre un pied en Israël, il ne s'oppose pas à ce que ses films, eux, y soient diffusés. Il bénéficie d'ailleurs d'un certain succès auprès du public israélien. Jimmy's Hall, sa dernière œuvre à l'accent d'Irlande du Nord, sort dans 16 cinémas de l'État hébreu, malgré son appel au boycott. Je ne pense pas qu'il comprenne vraiment que ses films sont aussi en Israël et il ne peut pas vraiment le contrôler parce que ces films sont faits en tant que production internationale. D'ailleurs, j'ai acheté un film à une compagnie française et Dieu merci, les Français sont plus ouverts à toute la distribution de films dans le monde. Peut-être que s'il pouvait, il boycotterait la diffusion de ces films en Israël. Sur les fauteuils de cinéma israéliens, certains spectateurs ne savent rien de l'engagement de Ken Loach pour la cause palestinienne, tandis que d'autres le boycottent à leur tour et refusent de voir ces films, et certains le comprennent. En ce qui me concerne, je sais que dans le fond, le point de vue international est majoritairement contre Israël. Et nous ne pouvons pas l'ignorer et nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas de notre faute. C'est une situation compliquée et nous en sommes en partie responsables. Le boycotteur a fait sale comble lors de la sortie de La Part des Anges en 2012. Son dernier opus, une ode au plaisir de la vie et au combat politique, pourrait connaître le même succès en Israël. Voilà donc pour ce reportage signé donc Elsa Mourgue, Valérie Abécassis. C'est un boycott finalement qui n'est pas assumé complètement alors. Je trouve ça très ambigu. Il joue sur les deux tableaux, tous les deux. C'est-à-dire d'un côté il y a Ken Loach qui dit moi je ne viens pas au festival de Haïfa. En revanche je suis pour que mes fans voient mes films en Israël. Et je ne peux pas imaginer qu'il ne sache pas que l'affiche est traduite en hébreu et que son film ne vient pas en Israël. Et de l'autre côté il y a ce Oded Horowitz qui est le distributeur. Alors est-ce que c'est militant, est-ce que c'est de la provoque, est-ce que c'est juste commerçant? Enfin lui il achète le film, c'est un risque quand même parce que c'est un film un peu intellectuel, les salles ne sont pas cons, mais enfin le public vient et donc il achète ce film et il décide de le programmer. Je vous rappelle que ce monsieur Oded Horowitz, c'est lui qui a fait venir Claude Lanzmann, donc on ne peut pas le soupçonner de quoi que ce soit. Mais vous savez cette histoire de boycott, c'est pire que du fascisme, c'est les nazis faisaient ça en épurant les musées avec l'art dégénéré, en brûlant les livres. Pendant la guerre c'était facile, chacun a eu son grand moment d'émotion. C'est maintenant que ça va être très compliqué pour les artistes internationaux qui doivent venir en Israël et pour les artistes israéliens qui doivent aller à l'étranger. Alors justement, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a une uniformité dans les mouvements, que ce soit les venues ou les tournées. Oui, écoutez, il n'y a que des paradoxes. C'est-à-dire que la semaine prochaine, par exemple, à Tel Aviv, il y a un très grand festival de danse qui démarre, un festival de la gauche, de l'ultra-gauche israélienne, plus critique à l'égard du gouvernement, il n'y aura pas. Il y avait des artistes français qui devaient venir. Une compagnie française a dit, moi je ne viens plus pour des raisons politiques, donc ils ont annulé, ils ne viendront pas faire la clôture de ce festival. Et puis une autre compagnie qu'on devait recevoir d'ailleurs dans le Culture Mag dit, nous on vit en Israël, mais nous ne prendrons pas la parole. Et puis à l'opposé, il y a des artistes israéliens. En ce moment, il y a la Mostra de Venise, Amos Gitaï, réalisateur y est, Moran Atias, actrice israélienne y est. À leur côté se côtoient les artistes, les films des Jordaniens, des Palestiniens. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Comment ils vont être appréciés? Quelles sont les questions éternelles, sempiternelles qu'on va leur poser? On va voir. La semaine prochaine, il y a le Festival de Toronto. Shlomi Elkabetz et Ronit Elkabetz vont présenter Get. Que vont-ils se dire là aussi? Comment vont-ils être perçus? On va essayer de prendre le pouls demain dans le Culture Mag avec Amos Gitaï. Je dois quand même juste vous dire un petit rajout, c'est que dans un mois, en novembre, il va y avoir un très grand festival de oud, de musique arabe, et un certain nombre de musiciens vient. Et puis parmi lesquels il y a un artiste marocain qui s'appelle Mohamed Ardaf, et pour le moment, il n'a pas annulé sa venue. Donc c'est plutôt le signe que la culture, comme les idées, c'est un peu comme l'eau, ça doit circuler sans entrave et sans barrage. Merci beaucoup Valérie Abécassis, on suit ça avec vous évidemment dans Culture le Mag. Merci. Voilà, et puis dans un instant, le débat du Grand Direct, on reviendra sur l'État islamique et sur une possible coopération entre l'Iran et les États-Unis pour lutter contre cet ennemi commun. Et puis ne manquez pas, après le Grand Direct, dans un peu plus d'une heure, un reportage exclusif dans l'émission reportage présenté par Stéphane Calvo sur la mafia en Israël. Car même pendant les opérations militaires et l'opération Bordure Protectrice, eh bien, les règlements de compte ne cessent pas au sein des groupes mafieux israéliens. C'est un reportage étonnant, exclusif, que vous verrez
verrai donc juste après le grand direct. Pour l'instant, eh bien, rendez-vous dans quelques instants pour le débat consacré donc à une possible coopération entre l'Iran et les États-Unis pour lutter contre l'État islamique. On donnera également votre sentiment puisqu'on vous a posé la question via le site internet i24news.tv. A tout de suite après la pause.